Voilà Patricia, on se retrouve ici à bord du Clémenceau. Il faut que je vous explique comment on s'est partagé la tâche. Je vais vous dire ça très rapidement. Il y a à terre une équipe avec Gilles Rabine, Dominique Laury et puis d'Antenne 2 bien sûr, une autre équipe. Ici moi j'assure la liaison avec le porte-avions et la terre. Et puis ce matin une troisième équipe composée d'Élie Vanier qui est directeur de la rédaction et de Paul Amar qui s'occupe du service politique. Eh bien c'est chargé de l'interview proprement dite du président de la République. De quoi ont-ils parlé? Bien en gros évidemment de la guerre et de la paix, du rôle de la France dans ce que l'on appelle d'une manière un peu désuète le concert des nations et de la partition très particulière que la France joue dans cette région et qui a fait l'admiration d'après mes renseignements des Américains et des Soviétiques. La première question a été donc sur la signification de la présence du président de la République ici, en ce moment, dans cette région. La raison, c'est l'occasion. L'occasion, c'est un voyage promis depuis longtemps à la République de Djibouti et à son président, M. Hassan Gouled. C'était le dernier territoire continental africain francophone où je ne m'étais pas rendu depuis le début de mon septennat. Donc c'est ça l'occasion. Comme il se trouvait que par une coïncidence, une partie du groupe aéronaval, et particulièrement ce porte-avions, se trouvait là, en face de Djibouti, j'ai pensé qu'il était utile pour moi de rencontrer le commandement et les équipages. Monsieur le Président, vous venez de parler du porte-avions sur lequel nous nous trouvons et du groupement aéronaval. Il y a donc 4 bateaux qui représentent le groupe aéronaval dans la région. Ces bateaux ne sont pas chargés d'escorter, d'accompagner les navires français qui pénètrent dans le Golfe. Je pense que personne n'a le sentiment que ces 4 navires suffiront à mettre fin à la guerre Iran-Irak qui dure depuis 27 siècles et cette année. Ce n'est pas son objet. Alors je vais vous demander précisément quelle est la mission exacte du groupement aéronaval et en particulier du porte-avions dans la région. On ne peut pas isoler le problème du porte-avions et du groupe aéronaval de l'ensemble de la stratégie française dans cette partie du monde. Nous sommes là, juste à l'entrée, golfe d'Oman, avec ce groupe aéronaval, juste à l'entrée d'une voie internationale qui assure le commerce et le transport du pétrole. Et vous en connaissez l'importance. C'est important pour la France, c'est important pour pratiquement tous les pays du monde. Des mines ont été posées. Nous avons donc des dragueurs de mines pour tenter de limiter les risques pour les pétroliers qui vont dans le golfe arabo-persique. Nous avons des navires d'escorte, des escorteurs, qui accompagnent. Ce n'est pas systématique, quand on le juge bon ou nécessaire, utile. Enfin, nous avons cette force qui est là pour préserver nos intérêts. Si nous avons besoin de protéger, de riposter, d'assurer en somme notre présence qui correspond aux intérêts les plus évidents, non seulement d'une grande puissance, la France, mais aussi d'un pays qui a besoin de s'approvisionner en pétrole. Cette force est là en réserve. Elle se fait respecter. Monsieur le Président, la présence de ce porte-avions est très impressionnante, mais l'opinion publique retient que 4 pétroliers ont été encore attaqués hier. Ils ne sont pas français, c'est vrai. Avez-vous le sentiment même que l'objectif que vous avez défini est atteint? Il a été atteint jusqu'ici, pour ce qui touche aux intérêts français. Et nous avons aussi assumé dans diverses circonstances une fonction d'aide ou de secours pour des navires ou des pays autres que la France ou autres que français. Mais en fait, la mission de notre flotte et de l'ensemble de nos équipages par rapport à notre pays et à nos intérêts, cette mission a été remplie correctement, dans des conditions souvent difficiles, mais suffisamment pour que l'on puisse estimer que la mission est bien remplie. Si elle est bien remplie, Monsieur le Président, et comme nous savons qu'elle coûte environ 100 millions par mois, ce qui est un élément important, est-ce que cette mission étant remplie, aujourd'hui, le groupe aéronaval peut rentrer, puisqu'il est à, grosso modo, 3 jours de navigation de Toulon? En tout cas, 3 jours de navigation de la Méditerranée, puis 3 jours pour Toulon. La mission n'est pas achevée. La guerre entre l'Iran et l'Irak continue, malheureusement. Nous nous efforçons dans d'autres lieux, c'est-à-dire là où les diplomates se rencontrent, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous nous efforçons de contribuer à l'apaisement, à la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais dans l'état présent des choses, on ne peut pas dire que l'on ait véritablement beaucoup avancé. Nous souhaitons naturellement que les résolutions
des Nations Unies soit appliquée. Et nous travaillons pour cela. Quel sera le critère d'appréciation? À partir de quel moment déciderez-vous du retour du groupe aéronaval vers la France? Je ne pourrais pas vous le communiquer à l'instant. Si je le savais avec précision, je ne suis pas sûr que je vous le dirais. Mais ce que je puis vous dire en tout cas, c'est que ce moment n'est pas arrivé. Monsieur le Président, nous disions il y a un instant que la guerre entre l'Iran et l'Irak dure d'une façon extrêmement active depuis maintenant 7 années. On parle de 2 millions de morts, de dégâts absolument considérables. Est-ce que vous pensez, vous parliez de la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de la recommandation, est-ce que vous pensez que la France peut jouer et doit jouer un rôle actif de médiation dans ce conflit entre l'Iran et l'Irak? Je pense que oui. La France n'est pas un pays belligérant, même quand on a voulu la mettre en cause. La France déplore ce conflit. Elle a bien son jugement sur les causes et elle veille aux conséquences. Mais, membre permanent du Conseil de sécurité, nous avons un devoir qui est de contribuer avec d'autres, mais en particulier nous, la France, à quoi? À tenter de rapprocher les points de vue, ou pour au moins en finir avec cette guerre atroce. C'est ce que nous faisons constamment. On est très près du Proche et du Moyen-Orient. On ne peut pas ne pas parler des otages. À votre avis, ont-ils une chance d'être libérés avant la fin de l'année? Je ne ferai aucun pronostic de ce type. C'est une démarche constante qui a été entreprise depuis déjà plusieurs années. Elle continue puisque ces otages, 3 d'entre eux, 4 d'entre eux, je l'espère, n'ont pas été rendus à leur pays, à leur famille, en contradiction avec toutes les règles de la morale, du droit, du respect de l'être humain. Peu importe, les jugements que nous avons sur ces choses sont des jugements sévères. Mais notre devoir est de faire tout ce qu'il est possible de faire pour obtenir leur libération. Je ne vous donnerai aucun délai, je ne pourrai expliquer la position de la France sur aucune condition particulière, d'autant plus que nous ne pouvons pas, même pour obtenir cette libération, renoncer à certains des intérêts primordiaux du pays. C'est dire combien la tâche est difficile. Monsieur le Président, vous venez d'employer 2 expressions. Vous avez dit nous devons faire tout ce qui est possible pour obtenir leur libération et nous ne pouvons pas renoncer aux intérêts primordiaux. C'est entre ces 2 termes que se trouve la chance qu'il faut jouer pleinement. Alors, une polémique s'est engagée lorsque Waïd Gorgi a été autorisé à quitter la France, lorsque des réfugiés politiques iraniens ont été expulsés vers le Gabon. Où placez-vous la barre? Jusqu'où peut-on ou doit-on aller pour obtenir la libération des otages? Dans l'affaire dite Gorgi, je n'ai pas à prendre position, c'est fait. Les jugements se porteront plus tard. Pour ce qui touche à l'expulsion des Iraniens, il y a le droit. Ce droit est contenu dans notre Constitution. La Constitution de la République française reconnaît le droit d'asile. Et d'autre part, il existe un droit international, la Convention de Genève, qui détermine les conditions dans lesquelles s'exerce ce droit d'asile et dans quelles conditions il peut être remis en question. Voilà les 2 questions qu'il faut poser et sur lesquelles il faut absolument... Je suis naturellement en relation avec le Haut-Commissariat aux réfugiés, on fait appel à moi un peu de tous côtés. Il faut que les conditions juridiques qui s'attachent à la qualité de réfugié politique, qui a le droit de bénéficier de l'asile politique, au regard de nos lois, comme au regard de la Convention de Genève, il faut que ces conditions soient respectées. L'ont-elles été? Si elles ne l'ont pas été, alors il faut remettre en position la discussion sur le droit des réfugiés en question. La relation entre la France et l'Iran est décidément très complexe. Le Monde hier et le journal Le Matin aujourd'hui affirment que les ventes d'armes à l'Iran se sont poursuivies après mars 1986. Avez-vous des informations, Monsieur le Président? Je n'ai pas d'informations, non. Je connais les affirmations de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le ministre de la Défense, et je me fie à ces déclarations. Autrement dit, le démenti du gouvernement met un point final à cette affaire, à votre avis? J'ai lu cela ce matin, hâtivement, avant de commencer une journée qui, comme vous le voyez, est assez chargée. Mais quand le gouvernement s'exprime, mon mouvement naturel est de penser qu'il dit aux Français la vérité.
dans le rôle de la presse, bien entendu, c'est toujours d'aller plus loin. C'est son rôle, c'est ce qui fait la grandeur des démocraties. Monsieur le Président, puisque nous parlons de vente d'armes, il semble, d'après certaines informations, que l'Irak ait déjà utilisé 650 missiles Exocet français à 3 millions de pièces, donc un marché considérable pour une entreprise nationale. Est-ce que nous continuons à vendre, la France continue à vendre des armes à l'Irak, et est-ce qu'il est possible d'avoir une politique équilibrée, notamment de médiation à laquelle vous faisiez allusion dans ce conflit Iran-Irak, si nous vendons des armes à l'une des deux parties? Les premiers accords militaires entre la France et l'Irak ont été engagés en 1976. C'était un choix militaire sans doute, mais beaucoup plus un choix politique, dans le cadre de la politique française par rapport au monde arabe. À l'époque, il n'y avait pas la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais à l'époque, et à cette époque je n'étais pas encore le premier responsable, on a continué d'appliquer les contrats, c'est-à-dire de livrer des armes à l'Irak. On peut se poser la question, au moment où il était en danger, c'était le moment d'y renoncer. Et cela a continué par la suite jusqu'à ce jour. Bien entendu, on module de manière à ne pas mêler la France outre mesure à un conflit dans lequel, solidaire sans doute du monde arabe, elle n'entend pas se comporter comme l'adversaire de l'Iran. On a parlé de guerre depuis le début de cet entretien, on va parler un petit peu de paix. Messieurs Reagan et Gorbatchev ont signé un accord de désarmement nucléaire. C'est la première fois qu'ils le font depuis l'apparition de l'atome. Que pensez-vous, en quelques mots, de cet accord? Je l'ai déjà dit, hein? Oui, mais vous l'avez dit de deux manières différentes. Non, non, jamais. Comment? Non, non, c'est un très bon accord et je m'en réjouis. C'est simple. Alors, première tonalité, c'était à Angers. Je vous avais écouté, vous avez dit c'est un très bon accord. Oui, je répète. C'est un très bon accord dont je me réjouis et que j'ai tout de suite approuvé. Alors, deuxième tonalité, dans l'interview accordée au Nouvel Observateur, vous avez un petit peu nuancé cet Non, enthousiasme. pas du tout. Simplement, l'autre journaliste, c'était M. Jean Daniel, qui m'interrogeait, a dit que c'était l'euphorie en Amérique. Est-ce qu'il faut être euphorique? Je veux dire, l'euphorie est de trop. Il faut s'en réjouir et il faut aussi penser à la suite. C'est-à-dire, quelles autres formes de désarmement peut-on désormais mettre en œuvre dans les relations entre les deux plus grandes puissances du monde? Voilà la question. Et j'ai commencé d'indiquer les quelques points auxquels la France tenait. Bien entendu, la France aura le droit d'être euphorique si l'accord de désarmement s'élargit pour préserver les équilibres nécessaires. Le désarmement doit signifier plus de sécurité et pas moins. Mais il n'en reste pas moins que j'ai dit une seule chose et je m'y tiens. Ce sont de bons accords, c'est la bonne direction, on travaille pour la paix et la France ne peut qu'approuver. Monsieur le Président, dans l'interview à Jean Daniel, et pardonnez-moi de le lire, mais je veux vous citer avec précision. Non, mais je vous autorise, mais je vous recommande. Vous dites donc à Jean Daniel, et je vous cite, tant qu'une menace pèsera sur l'intégrité et l'indépendance de notre pays, quelque forme que prenne cette menace, la France préservera sa capacité nucléaire dissuasive. Ben, ça va de soi. Alors, on a le sentiment que la menace est éternelle. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire aux autres... C'est éternel, non, à compter du moment où un équilibre au niveau le plus bas possible aurait été réalisé, comme on peut l'espérer, même si c'est très difficile, entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, entre le pacte de Varsovie, l'Est, et l'Alliance Atlantique, l'Ouest, mais la France prendra sa part dans ce cas-là. Le niveau le plus bas possible, c'est-à-dire au même niveau que les forces françaises? Je n'ai pas dit cela. Toutes ces choses se discutent. Mais quand on compare, d'un côté, environ 13 000 charges nucléaires côté américain, un peu plus de 11 000 charges nucléaires côté soviétique et environ 300 pour la France, je reconnaîtrai qu'il ne serait pas normal qu'on demande d'abord à la France de se démunir de sa protection. Que les autres fassent un effort très important avant que nous puissions engager une conversation en engageant la France dans ce désarmement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'Europe si on allait jusqu'au bout de cette logique du désarmement? Est-ce qu'un jour, rêvons, si les deux grands désarment, est-ce que l'Europe ne risque pas de se trouver nue, si j'ose dire, face à une Union soviétique bien supérieure en armement conventionnel? Il faut aussi que le désarmement pousse jusque-là, que l'on étudie et que l'on discute des conditions d'équilibre des armements conventionnels. Monsieur le Président, lorsqu'on parle de cet accord Reagan-Gorbatchev, on parle aussi immédiatement en France, on parle de l'Allemagne. Alors, je ne suis pas certain que les Français, nous-mêmes, ayons bien compris la position de la France. On a parlé de glacis, de frontières de sécurité, de frontières de survie. Concrètement... Ce n'est pas faux de l'expliquer, hein? Alors, concrètement... Alors, aidez-moi dans ce cas. Alors, à défaut de mourir pour Danzig, est-ce que demain, les jeunes Français, en cas de besoin, devront mourir pour Hambourg? La question est posée en termes
que vous avez le droit de poser et qui me paraissent aller vers une comparaison historique qui a priori condamne toute réponse. Donc, passons à la suite. Ce que je vais vous dire, c'est que la France et l'Allemagne sont alliées. Elles sont 2 fois alliées dans le cadre de l'Alliance Atlantique, même si nos statuts sont différents. Nous avons des armes nucléaires, l'Allemagne n'en a pas et ne peut pas en avoir. Nous n'appartenons pas au commandement intégré de l'OTAN, l'Allemagne appartient à ce commandement intégré, ce qui veut dire que nous avons une stratégie de dissuasion nucléaire autonome. Cela dépend de notre décision et en pratique de ma décision. Ce sont donc des situations différentes, mais nous sommes dans la même alliance. Et nous sommes également alliés depuis le traité entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer en 1963. Un ensemble de dispositions, il y avait des dispositions militaires, je les ai mises 20 ans après en application, après un échange de vues avec le chancelier Kohl en 1983. Bon, alors, à partir de là, quand on est allié, on a des obligations mutuelles. Là où la réserve doit être bien comprise, c'est que l'arme nucléaire est d'un caractère bien spécifique, bien particulier. C'est une arme de dissuasion. C'est pour faire qu'il n'y ait pas de guerre contre la France. Et dans l'ensemble de l'Alliance Atlantique, les forces américaines, anglaises, françaises, qui sont les 3 seules à disposer d'armes nucléaires, sont faites pour dissuader toute agression, pour qu'il n'y ait pas de guerre, et ne pas entrer dans le raisonnement de vouloir la gagner sur le terrain, pour qu'il n'y ait pas de guerre, que ce soit assez redoutable pour que nul n'ose nous attaquer. Eh bien, la France tient ce raisonnement pour elle-même, avec sa propre force. Et le commandement, la décision, l'emploi de cette arme ne peut dépendre que de la décision française. Elle ne peut pas être partagée avec personne, et en particulier pas avec l'Allemagne. Voilà la différence. Bon, mais s'il y a une guerre, si Hambourg est attaqué, réagissons-nous automatiquement? La couverture de l'Allemagne, la couverture nucléaire de l'Allemagne ne peut être assurée que par les forces atlantiques, que par l'Alliance. Il peut donc y avoir une bataille de l'Allemagne, une bataille de la France? Il ne peut pas y avoir de bataille de l'Allemagne et de la France, puisque cela fait partie de la même ère stratégique, mais l'emploi de l'arme nucléaire dépend de la décision française et la couverture nucléaire de l'Allemagne doit être assurée par l'Alliance. Il faut se mettre à ce niveau-là, de telle sorte que, parler toujours de Hambourg, on pourrait parler d'autres villes, mais ce qui est vrai, c'est que si l'Alliance ne devait pas jouer pour assurer la sécurité de l'Allemagne, ce qui serait vraiment insupportable, quand on s'engage, il faut tenir. Et l'on dit constamment aux Américains, je leur dis, votre assistance, votre contribution doit être immédiate et non pas soumise aux conditions variables de ce qu'on appelle une stratégie flexible. Bon, alors j'espère que je suis assez clair. Oui. L'arme nucléaire et la stratégie de dissuasion nucléaire autonome de la France s'applique à la défense de notre territoire et de ce que l'on appelle, depuis le général de Gaulle, nos intérêts vitaux. Et l'appréciation de ces intérêts vitaux dépend du président de la République. Par exemple, le président de la République peut estimer qu'il y a menace sur notre territoire, qu'on appelle notre sanctuaire, au-delà de nos frontières, bien entendu. Mais c'est une estimation qui ne peut pas être définie à l'avance. Monsieur le Président, vous venez de parler des rapports entre la France et l'Allemagne. D'une façon plus générale, c'est un problème européen que celui de sa sécurité. D'ailleurs, en mars dernier, intervenant à 20 h sur les chaînes de télévision françaises, vous avez dit « L'Europe échouera si elle jongle avec les délais et renvoie à la fin du siècle les problèmes qui attendent depuis 30 ans d'être tranchés. » Et vous avez ajouté « Préparons le moment où l'Europe, dotée d'un pouvoir politique central, décidera elle-même des moyens de sa sécurité. » C'est là que je travaille. Sauf que nous sortons d'un sommet qui est celui de Copenhague, qui n'a pas véritablement donné le sentiment aux Français qu'on progressait beaucoup en la matière. Absolument, c'est la décision, ou plutôt c'est l'indécision de 12 pays qui ont de la peine à s'accorder sur quelques problèmes délicats, mais qui sont hors de proportion par rapport à la marche de l'histoire et par rapport à la responsabilité de ces 12 pays qui doivent un jour ou l'autre parvenir à une certaine forme d'unité politique, en même temps qu'à une certaine forme d'unité de défense. Mais on en est loin. Nous sommes encore dans la zone d'influence des accords de la dernière guerre mondiale. Nous sommes encore sous le coup des décisions prises à Téhéran et à Yalta. L'Europe a été partagée en zone d'influence. Les pays de l'Alliance sont dans des situations différentes. Un pays comme, je parle de l'Alliance, de la communauté européenne, un pays comme l'Irlande est neutre.
un pays comme tous les autres pays qui sont membres de l'OTAN sont sous le commandement intégré. La France, elle, est à part. L'Espagne aussi. Bref, tant qu'on n'aura pas réglé ce type de problème, et il faudra encore du temps, il faudra du temps pour créer aussi l'unité politique indispensable, c'est vrai, on ne pourra pas répondre que l'unité de défense existe. Il faut y travailler. C'est une espérance à fixer et une réalité pour la génération suivante. L'Europe, les États-Unis, l'Union soviétique, j'ai le sentiment que les opinions publiques occidentales sont actuellement très séduites par l'attitude et la politique de M. Gorbatchev. Il y a un stratège chinois, Sun Tzu, qui disait au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. N'avez-vous pas le sentiment que M. Gorbatchev est passé maître dans cet art? Mais je crois que tous les grands politiques et tous les grands stratèges ont toujours appliqué cette règle. M. Gorbatchev l'applique avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de talent. C'est vrai, ce n'est pas simplement votre penseur chinois, ce n'est pas simplement aujourd'hui M. Gorbatchev. Tous ceux qui ont eu à défendre leurs intérêts ou quelquefois qui ont eu des idées conquérantes, ça n'a pas manqué à travers les siècles, ont toujours pensé obtenir, disons, un bon marché, ce qui leur coûterait fort cher. Plutôt que de faire la guerre, on emploie la stratégie de la menace. Bon, mais en l'occurrence, on ne peut pas incriminer M. Gorbatchev de cette façon, puisque ce n'est pas par la menace qu'il agit, mais par la demande d'un désarmement. Et le désarmement, c'est le contraire d'une menace. Qu'il y ait des arrière-pensées dans la tête de chacun, c'est bien possible. Mon rôle n'est pas de pénétrer à l'intérieur du cerveau ou bien d'examiner le subconscient de chaque responsable politique. Moi, je juge sur les faits. Et je constate en fait que l'Union soviétique a pris des initiatives utiles en matière de désarmement. Je constate que les États-Unis d'Amérique en ont pris aussi et qu'aujourd'hui, il y a un mouvement commun. Je leur dis simplement, continuez et préservez les équilibres. Car c'est l'équilibre, pour l'instant bien entendu sans nous, pour les raisons que j'ai déjà dites, que je ne voudrais pas répéter, c'est qu'il y a une telle différence de capacité militaire qu'il faut que les surpuissants, qui peuvent détruire plusieurs fois la Terre, permettez-moi de vous dire que c'est quand même un peu trop, y compris la première fois. Enfin, c'est comme ça. Ils ont encore beaucoup de marge pour faire disparaître les armements inutiles donc dangereux. Monsieur le Président, pour revenir d'un mot, au moins d'un mot, à la construction européenne, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois on demande au sommet européen, c'est au niveau des chefs d'État et de gouvernement, de traiter de problèmes qui devraient être réglés, sinon par de hauts fonctionnaires, au moins par des ministres? C'est sûr, mais je reconnais dans vos paroles l'écho de celles que je prononce, mais comme je les prononce en dehors de vous, je ne vous accuserai pas de faire du citacite, enfin de me répéter. Non, c'est simplement le bon sens qui commande votre réflexion comme il commande la mienne. Il est évident que le Conseil européen, qui doit régler des problèmes dans le détail de certaines productions agricoles, on a beaucoup discuté du colza, du mode de production du colza, des huiles végétales, on discute... Bon, tout ça c'est très important, mais est quand même du niveau des ministres responsables et peut-être même des hauts fonctionnaires que vous évoquez. De sorte qu'il y a à l'heure actuelle une perversion des institutions européennes. Il faut que le Conseil européen soit là pour décider les grands choix et qu'il ne s'embarrasse pas de contradictions qui en fait l'empêchent de disposer du temps pour construire l'Europe. Seulement, il ne faut pas non plus exagérer le pessimisme. Moi, ça fait maintenant bientôt 7 ans que je prends part à ces débats et j'ai bien constaté qu'à 3 ou 4 reprises, les conseils européens ont piétiné. Puis il arrive un moment où il prend son élan et où il aboutit. J'espère que ça se passera comme ça. Djibouti a acquis son indépendance il y a 10 ans. La France est présente ici. Est-ce qu'on peut qualifier ce statut d'indépendance association? Non, non, c'est une indépendance, c'est une souveraineté entière. La France n'a pas une base à Djibouti. La France a des soldats de 3 armes à Djibouti par une libre disposition du gouvernement djiboutien. Vous avez compris, pardon. J'imagine que l'allusion de Paul Amar portait en fait sur la Nouvelle-Calédonie, qui nous reporte vers un océan beaucoup plus lointain. Vous êtes un peu trop malin, là. Non. Je n'avais pas saisi la fine allusion.
Alors on va vous la faire saisir, je pense, Bon, évidemment. très bien. Moi, il faut m'expliquer quelquefois plusieurs fois. Hein, On le fait. pour que je comprenne. Voilà, on le fait. Est-ce que vous pensiez à Djibouti quand vous avez parlé d'indépendance association à propos de la Nouvelle-Calédonie? Merci Elie. Non, non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Ça n'a aucun rapport. La Nouvelle-Calédonie relève de la République française. Djibouti est un pays indépendant. Mais si vous voulez qu'on continue cette conversation, on pourrait en effet parler alors de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est un autre problème. Oui. Posez-moi les questions. À ce sujet, Monsieur le Président, il y a une actualité. Oui. Yewene a donc été pour le moment incarcéré. Le gouvernement a demandé au ministère public de faire appel de cette décision. La décision sera donc revue le 28 décembre, on ne sait pas encore dans quel sens. Et vous avez vous-même reçu récemment Monsieur Tjibaou. Le devoir du gouvernement et le mien, c'est de saisir ou de créer toutes les occasions d'accélérer ou de provoquer l'apaisement. Ça, c'est notre devoir. Il n'est pas d'exciter les antagonismes, d'aggraver des querelles qui finiront mal. Il est de faciliter le dialogue. Il est évident que des décisions comme celles qui viennent de frapper M. Yewene ou le cas échéant qui frapperait M. Tjibaou ne vont pas dans ce sens. D'une façon générale, il faut bien penser que toute fraction de population, toute population qui dépend de notre décision, doit être respectée. Les Kanaks, dans leur culture, leur identité culturelle, dans leur histoire, dans leurs intérêts économiques, dans la possession de la terre, doivent être respectés. Et il faut qu'ils le sentent. C'est vrai qu'il faut sortir enfin en Nouvelle-Calédonie de l'époque coloniale. Il faut sortir enfin. On sent bien qu'on est entré dans une impasse en Nouvelle-Calédonie et qu'on entre dans une autre phase, peut-être plus dangereuse. Comment en sortir concrètement? Par la justice. Il faut que les lois soient appliquées également pour tous ceux qu'elles sont censées ou qu'elles doivent protéger. Par la justice, par le sentiment d'égalité et par ce sentiment de respect. Car si l'on devait aboutir à l'écrasement ou à la disparition d'une histoire et d'une culture représentée par une fraction de population, une ethnie ou un ensemble d'ethnies, alors la France aurait commis une grave faute, et une grave faute contre elle-même. Monsieur le Président, nous sommes sur un porte-avions qui s'appelle le Georges Clemenceau. Le Clemenceau, du nom d'un homme d'État français auquel vous avez rendu hommage le 11 novembre dernier, homme d'État dont la longévité est bien connue. Alors rassurez-vous, ce sera peut-être une des premières ou une des seules interviews où nous n'allons pas vous demander si vous serez ou non candidat à l'élection présidentielle. Vous faites bien. J'ai quand même envie de vous poser une question. Comme journaliste, comme citoyen, sur un porte-avions, il y a un point de non-retour. C'est-à-dire quand l'avion commence à démarrer, il y a un moment où il ne peut plus rester sur le porte-avions. Quel est pour vous le point de non-retour? Quel est le moment où vous devrez annoncer votre décision? C'est l'histoire de la vie, ça, hein? Il n'y a pas une seule décision importante dans les domaines importants de votre vie personnelle qui ne réponde à cette image. Bon, sur le plan politique, sur le plan national, c'est comme ça. Alors, vous m'avez parlé de Clemenceau. Il ne faudrait quand même pas que vous passiez si vite. Clemenceau est un des hommes d'État que je voudrais voir produit en exemple, plus souvent encore, à l'attention des nouvelles générations. C'est un très grand personnage, marqué par l'intelligence, sans doute, par la culture, mais surtout par l'énergie, le courage, la volonté farouche de servir son pays et de défendre un certain nombre de droits. Clemenceau, vous le savez, a été l'un de ceux qui, dans l'affaire Dreyfus, ont pris le parti de la justice. Voilà un bel exemple. Et c'est normal qu'un porte-avions comme ça, un si beau bâtiment, porte ce grand nom. Alors, vous voulez me faire venir sur cette histoire de candidature, là, vous tournez autour. Non, hein? Non, mais pas autour, simplement les Français attendent. Quelle est la date? Attendent de savoir ce que vous avez ou ce que vous allez décider. Est-ce que vous connaissez les autres candidats? Vous pouvez m'informer? Raymond Barre est candidat, Jacques Chirac est candidat. Michel Rocard est candidat. Non, Monsieur Lajoigny, ça dépendra de Monsieur vous. Juquin. Ça dépendra du président. C'est très bien, vous m'apprenez tout ça à la fois. Oh, vous en savez plus que nous. Certains d'entre eux n'ont pas fait de déclaration officielle de candidature. Moi, je suis président de la République. J'exerce ma fonction. Et dans l'état présent de mes réflexions, je ne me pose pas d'autres questions. Alors, et ce sera notre dernière question, Monsieur le Président, toujours autour de ça, mais c'est simplement un sentiment personnel que je vais vous demander. Vous ouvrez le journal, vous voyez Gérard Depardieu qui vous demande de rester, Oui, Renaud qui dit ne nous quitte pas. Je lui en suis très reconnaissant.
que c'est une preuve d'amitié et de confiance. Alors justement, quelle est votre réaction? Vous êtes agacé, amusé, indifférent? Je suis d'abord touché. Je trouve que c'est très sympathique de leur part. Ils ne m'ont pas consulté. Donc je n'ai pas eu à leur dire allez-y ou essayer de les retenir, ce qui me laisse toute liberté dans mon propre engagement. Ça ressemble à une pression amicale et vous n'aimez pas les pressions, m'a-t-on dit. Mais non, quand elles sont amicales, c'est sympathique. Mais c'est vrai que les pressions de mes adversaires me poussent plus encore que les pressions de mes amis. Mais vous savez, j'observe toujours une grande distance à l'égard des choses. Je suis président de la République, j'ai des devoirs à l'égard du pays. Et ça va être une période un peu difficile, hein, entre le mois de janvier et le mois de mai. Et je dois, dans la mesure de mes moyens, veiller à ce que ça se passe bien, à ce que ça se passe le mieux possible. Alors ne m'embarquez pas dans des discussions qui sont hors de saison. Vous n'avez toujours pas envie de vous représenter? Non, je vous en prie, ne tournez pas comme ça. Nous allons maintenant nous séparer. Oui, tout à fait, Monsieur le Je suis Président. très heureux de pouvoir vous rencontrer dans ces circonstances. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview et nous allons donc retrouver maintenant William Lémergie qui se trouve lui aussi sur le Clémenceau, mais dans un endroit assez distant de celui-ci. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi.